65 ans d'indépendance, 65 ans de marche sur les épines, 65 ans de maturation. Il est également temps de vérifier ou encore d'évaluer la marche de la République démocratique du Congo. Bienvenue dans Acte 16 d'entretien spécial 30 juin. On revient cette fois-ci avec plusieurs thématiques. Vous verrez que même dans la configuration, ce programme change un tout petit peu. On aura plusieurs invités sous format panel. On commencera, la thématique générale, c'est 65 ans d'indépendance après. Quel est l'état de l'économie congolaise? On va commencer aujourd'hui sur différentes orientations, mais pour la première partie, la gouvernance minière en RDC, instrument politique ou économique, et on dira merci parce que cette émission arrive après la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'encore une fois de plus, l'histoire nous prouve à suffisance que nos ressources sont beaucoup plus orientées vers les solutions politiques qu'économiques et sociales? Pour en répondre à cette question-là, un invité, Maître Donald Kabasele, expert en droit minier et des carrières, mais surtout cadre à un visage politique de la République. Bonjour et bienvenue à cet entretien spécial. Bonjour, chers journalistes. Bonjour aussi à 2 millions de Congolais qui vont devoir suivre cette pertinente émission. Donc, on est là justement pour parler de toutes les questions. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'indépendance 65 ans après. Je profite aussi de votre micro pour justement souhaiter une bonne fête d'indépendance, particulièrement au président Félix-Antoine Tshisekedi, qui va rester dans la mémoire des Congolais gravé comme celui qui aura permis que la paix revienne totalement en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le souhait de chaque Congolais, et je crois que la liesse au niveau de l'élite sur cet accord en témoigne beaucoup, malgré qu'il y a également d'autres critiques et scepticisme dans l'opinion. On commence par la question directe aujourd'hui, 65 ans après. Le Congo, quand vous parlez d'économie, sur l'approche économique, il y a un seul élément qui nous définit, c'est nos ressources minières. Mais aujourd'hui, 65 ans après, c'est déjà à l'âge de... je crois qu'on va vers le 3e, ou si on n'est pas déjà dans le 3e âge. Quel état des lieux faire de nos ressources minières et son impact sur le contexte social de la République et sur le marché économique congolais? D'emblée, il faut dire que les ressources minières, d'une manière générale, n'ont pas pu profiter aux Congolais. À regarder la situation de vie, à regarder la tendance, à regarder les sociales, on se dit qu'on n'a pas ce qu'on attendait de nos ressources minières. Ça, c'est, on va dire de manière un peu lapidaire, il faut que ça soit retenu comme tel. Mais pourquoi? C'est parce qu'on parle aujourd'hui, 65 ans après. Vous allez vous rappeler que lors des indépendances, de 60 en 65, nous avons connu des guerres ici dans notre pays. Principalement avec la Belgique en tête, qui avait même favorisé la sécession du Katanga. Vous vous rappelez que la Belgique y avait même nommé un ambassadeur. L'idée, c'était effectivement de gérer cette province qui était la plus riche de l'époque et qui pouvait nourrir à près de 80% l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez que dans une situation de guerre, il fallait 5 ans de bataille pour finalement arriver à stabiliser d'une manière ou d'une autre, on va dire, les questions politiques de cette ère-là. On est parti, on saute, la première guerre du Congo, vous vous rappelez, c'était de 96 en 97. Là, il y avait un prétexte. Le Rwanda se réveille, ils disent, et l'Ouganda et le Burundi. Cette fois-là, c'était une coalition de 3 pays voisins qui avaient décidé de nous faire la guerre en ayant pour prétexte la présence de Hutus génocidaires du Rwanda de 1994. Alors que l'objectif principal, c'était évincer le président de l'époque, Mobutu Sese Seko, et les objectifs économiques étaient clairs, contrôler les ressources minières en RDC. On est parti de 98 jusqu'en 2003
où on a encore connu des agressions qui n'avaient pour seul objectif pillage de nos ressources naturelles. Quand on remontait un peu, 2006-2009, nous avons la création maintenant des groupes rebelles. Les pays se sont réservés d'agir. Ils ont commencé à agir à travers des groupes rebelles qu'ils créaient à temps et à contre-temps. On va parler du CNDP, on parle du M23, des tristes mémoires, on parle des UPDF, on parle des ADF, on parle des Codeco et des autres. Donc, dans l'ensemble, nous avons été de manière permanente assiégés par des États voisins dans un seul objectif, piller nos ressources minières. Ça veut dire, en lieu et place que ces minerais constituent un bonheur pour les Congolais, ça a été à la base de toutes les tueries que nous avons connues. Et aujourd'hui, nous arrivons à dénombrer près de 15 millions de morts justement à cause de ces minéraux. Alors, donc, si on veut savoir pourquoi ces minéraux ne nous ont pas profité, c'est parce que déjà sur le plan interne, on n'a pas réussi à mettre en place une armée dissuasive, une armée qui pouvait faire face à l'ennemi. Et pendant tout ce temps, on n'a pas développé une forte diplomatie qui pouvait faire comprendre au monde que la RDC était un État souverain et que sa souveraineté et son intégrité, on va dire, nationale, ne devraient pas être violées comme le prescrit la charte qui organise, on va dire, l'ONU, tout comme les États à travers le monde. Donc tout ça nous a manqué jusqu'à ce que ça soit en train d'être construit et qu'aujourd'hui on arrive à dire, écoute, notre plus grand ennemi, on va dire notre plus grand adversaire, moi je vais dire le plus grand pilleur de nos ressources naturelles aujourd'hui, accepte devant le monde entier et le président Tshisekedi réussit à faire entrer la plus grande puissance mondiale, la puissance économique et militaire du monde, les États-Unis, dans cette guerre, vous voyez... Militaire parce qu'économique, il a perdu au profit de la Chine. Bon, la Chine, ils sont toujours sur le plan de magazines ou carrément de, on va dire, des sondages tels qu'ils sont faits. Les États-Unis gardent le cap par rapport à son PIB, vous voyez. La Chine, certes, elle fait des évolutions, mais vous allez arriver en Chine, vous trouverez qu'il y a encore des populations qui souffrent. C'est sur ce point-là que les États-Unis essayent d'avoir, on va dire, une avance, une longueur d'avance sur la Chine. Donc, ça reste la première puissance économique mondiale au vu de cette tendance. Les indicateurs économiques. Voilà. Vous parlez, permettez-moi de vous relancer, vous faites du contexte politique l'un des éléments qui justifierait l'absence du profit de la part de la population sur les ressources minières. Mais une question directe. Dans le peu de capital que la République avait, le pouvoir central, est-ce que c'est pour des raisons politiques que la Gécamine, la seule société congolaise capable de générer jusqu'à 5-4 milliards annuellement avec sa production, a été émiettée? Est-ce pour des raisons politiques à ce niveau-là? Voilà, j'étais en train de continuer, merci de me relancer. D'abord, il faut dire que la principale cause de ces pillages, ce sont les guerres qui nous ont été imposées. Le voisin pille, ça c'est vrai. Mais il y a un deuxième aspect. Il y a un problème de gouvernance qui s'est effectivement opposé et il y a la fraude, mais à un autre niveau. Ça veut dire on parle de pillages qui viennent de pays voisins, qui nous déclarent la guerre et qui nous la font. Et il y a d'autre part le pillage qui est interne, la gouvernance qui piétine, voyez-vous. Il y a des acteurs, il y a la corruption, il y a le détournement de deniers publics, il y a la mafia, il y a la contrebande, il y a la fraude dans le mine qui ne permet pas aussi à la RDC de retrouver, on va dire, le peu qu'elle peut avoir. Je vous ai donné un exemple. Je vous ai dit que selon les prévisions, sur base de ce qu'il y a comme données, sur base de ce que nous avons comme ressources, sur base des contrats actuellement signés, même s'il y en a eu d'autres où nous avons été presque dupés avec toutes les pertes enregistrées, aujourd'hui, je vous ai dit que nous perdons près de 15 milliards de dollars dans les domaines miniers. Et c'est là à tous les niveaux. Vous évoquez la question de la Gécamine, je peux vous évoquer encore beaucoup d'autres questions, des entreprises minières congolaises qui sont, on va dire, en faillite,
qui ne peuvent plus payer leurs dettes, comme la GECAMIN. Qui ne le sont pas par Comme la fait GECAMIN. d'agression ou encore un problème. Pas du tout. politique. Par le fait de la mauvaise gouvernance, du manque d'un leadership, on va dire, conséquent dans ces entreprises qui peuvent relancer ces entreprises. Je prends l'exemple de la GECAMIN parce que c'est d'elle que vous parlez. Je vous dis, je tire encore ma sonnette d'alarme. S'il vous plaît, cette société va disparaître. Aujourd'hui, la production de la GECAMIN n'est pas à 1%. J'ai dit pas à 1%. Je vous ai dit ici qu'en 2024, pendant toute une année, les ressources de la GECAMIN ne proviennent principalement que de ses participations dans les autres sociétés. Les autres jeux de voiture. Oui. Là, le réserve qui vient de la production représentait, je parle de 2024, représentait 3%. Et c'est grave. C'est très grave parce que vous avez des sociétés privées qui sont soit des sociétés chinoises ou des sociétés canadiennes pour la plupart, américaines. Canadiennes, américaines, ainsi de suite, qui reçoivent des amodiations à la GECAMIN. Ça veut dire qu'ils louent les gisements de la GECAMIN. Mais vous produisez 100 000 tonnes de cuivre par an. Imaginez-vous que la pourvoyeuse de tous ces minéraux, parce que je vous dis, le 80% des gisements ou des ressources minières qu'il y a dans le Grand Katanga, donc je prends du Katanga dans son ancienne configuration, Kolwezi, tout ce qu'il y a avec, la GECAMIN a presque le contrôle de 80% de ces gisements-là, qu'il donne soit en amodiation, soit en joint venture, soit qu'elle exploite elle-même. Voyez-vous? Comment imaginer qu'une grande société de l'État, à cette hauteur-là, à cette taille-là, aujourd'hui, nous sommes, on va dire, on a déjà presque consommé le 6 mois de l'année, la GECAMIN n'a pas produit 1% de sa production. Mais quand vous arrivez au niveau interne, vous allez vous rendre compte que 49 millions de dollars sont payés pour le fonctionnement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas payés au sein de la GECAMIN. Vous allez vous rendre compte qu'en lieu et place de relancer la production, avoir l'outil de production nécessaire, faire des recherches géologiques, prendre des initiatives, des grands contrats qui peuvent rapporter quelque chose, les dirigeants de la GECAMIN préfèrent payer des dettes. Je vous ai même dit qu'en 2024, ils ont payé 756 millions de dollars de dettes. Ils ont préféré rester, on va dire, vides, sans rien du tout, pour payer ces dettes. Et vous savez, quand on privilégie le paiement des dettes de cette hauteur-là, je ne dirais pas qu'il y a des rétrocommissions ou il y a des choses à... Donc, si cette entreprise est en train de s'affaisser aujourd'hui, si tout ne va qu'à volo, si rien ne marche au sein de la GECAMIN, ce n'est ni un problème de pillage de voisins, mais c'est un problème de leadership. C'est un problème, justement, d'avoir des personnes qui s'y connaissent, de ne pas avoir des commerçants qui viennent faire leur commerce. On ne va pas faire focus pour d'avoir effectivement des dirigeants qui peuvent relever cette entreprise de l'État. C'était juste un aspect. Non, mais c'était un aspect, mais c'est important. Je vous rappelle, pendant qu'il y a sécession katangaise, on est en 60 jusqu'en 65, la GECAMIN à elle seule, elle pourvoyait à plus de 70% au budget national. Seulement la GECAMIN. Aujourd'hui, nous avons des sociétés minières en RDC, je parle d'aujourd'hui, qui vous font plus de 10 milliards de dollars de bénéfices ici en RDC. Voyez-vous? Comment nous pouvons avoir une pourvoyeuse de tout ce minerai alors que nous avons plus de 70% de cobalt ici? Nous avons l'or, nous avons l'étain, nous avons le cuivre qui est en train de maintenir sa tendance haussière à cause de la baisse de la réserve fédérale américaine avec le programme de relance de la Chine de près de 500 milliards de dollars. Comment on ne sait pas jouer un rôle alors qu'on a une générale des carrières et des mines qui a tout pour décoller? Ce qui me ramène à la troisième question aujourd'hui. Voilà. Vous avez évoqué la GECAMIN et le déboire que connaissent cette société. Mais la grande question aujourd'hui, comment définir la gouvernance?
minière de la République démocratique du Congo, quand on sait que autrefois, on était dans une politique attractive, un pays sorti de la guerre, on voulait à tout prix attirer l'investissement au prix des concessions. Aujourd'hui, on a un code minier révisité qui rééquilibre un peu le débat, mais dans le comportement de la plupart d'investisseurs, on a gardé la mentalité d'autrefois. Mais comment définir cette gouvernance aujourd'hui, 60 ans après? On ne va pas revenir sur le fait que ça a servi pour maintenir les régimes comme à l'époque Mobutu et autres, mais aujourd'hui, comment définissez-vous la politique, la gouvernance du secteur minier de la RDC actuellement? Beaucoup pensent qu'il n'y a aucune politique. Dire qu'il n'y a aucune politique, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des efforts qui sont considérablement faits par le président de la République pour justement pouvoir voir ces domaines miniers se relever. Je vous donne un exemple type. On a fait une émission avec vous sur l'avenant 5 du contrat chinois. Oui. Vous comprenez que c'est des politiques publiques savamment pensées par le président qui a voulu effectivement que, en lieu et place de perdre, que la RDC puisse gagner à travers ces mines. Mais il faut reconnaître que pendant un moment, un très long moment, nous avons appliqué la politique des survies. Ça veut dire qu'on s'est contenté de ce que nous donne le minier, de ce que nous donne les Chinois, de ce que nous donnent les Canadiens, de ce qui entre dans notre caisse, et on s'est limité là. Alors que le problème, il est beaucoup plus profond. Ce qui entre dans nos caisses, ce n'est pas ce qui devrait entrer dans nos caisses. Vous voyez? Ça veut dire qu'il fallait jauger. Je vous ai parlé ici de plusieurs domaines d'action dans le mine. Je vous ai dit que, d'abord sur les ressources exploitables, donc les ressources déjà connues, le jugement déjà connu, déjà exploité, et il y a un problème de la fraude qui gangrène ces systèmes-là. Il n'y a aucune traçabilité des produits miniers. Quand le produit quitte les gisements vers les usines où ces minéraux bruts sont transformés en métaux, jusqu'à l'exportation, il y a des exportations illicites. Un entrepreneur peut produire 10 000 tonnes de cuivre, mais il peut vous dire que j'en ai produit 200. Voyez-vous? De fausses déclarations, et tout ça est entretenu par nos compatriotes. Ces compatriotes, ils peuvent être dans la police des mines, ils peuvent être à la direction de mines, à la division de mines, ils peuvent être dans les services de contrôle, ils peuvent être à l'OCC, ils peuvent être à la DGRAD. Ça fait que ça provoque une mafia. Quand je parle de la mafia, parce que c'est une bande organisée. Chaque acteur prend son dû et c'était un peu l'omerta comme on le voit dans le crime. Vous voyez, dans la mafia, il y a l'omerta, donc vous êtes là, vous savez que c'est mal, vous savez que ça ne fonctionne pas, mais vous ne dites rien. Et ces systèmes-là perdurent jusqu'au moment où je fais cette émission avec vous. Ces systèmes-là est là. Vous voyez? Comment alors détruire ces systèmes? Il faut des gens qui décident, qui connaissent ça et qui décident de démanteler les circuits. Vous voyez? Qui de mieux pour démanteler si ce n'est le pouvoir politique? Bien sûr. Qui pilote le politique public? Mais c'est ça que je dis. Le politique public doit être insufflé par des acteurs. Ça pourrait être un ministre de mines, ça pourrait être une direction ou carrément une inspection, ça pourrait être un organe de contrôle. C'est comme ça que vous vous rappelez, j'avais proposé la création de l'inspection générale de mines parce que j'estimais... Qui est tombé dans l'omerta aussi. Qui est tombé parce qu'au moins, c'est depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, c'était une institution, selon la pensée que j'avais à la base, qui devrait faire parler le finance de ces pays. Parce que je vous ai donné l'exemple de l'IGF qui ne s'est limité qu'à contrôler les finances, mais l'inspection générale de mines devrait traquer la fraude et la contrebande en retraçant le produit, en luttant contre de fausses déclarations, en luttant contre des exportations illicites. Et les inspecteurs devraient être partout. Et je vous dis que dans un temps record, on pouvait faire un grand pas. Mais malheureusement, vous proposez des politiques, vous proposez des actions, vous avez toujours des gens, je vais dire que ça fait toujours partie des habitudes de la mafia. On va vous étouffer, on ne va pas vous permettre de crier, de dire ce qu'il y a. Au besoin, on peut vous tuer. Vous voyez?
Mais la volonté, elle est manifeste. Dans le chef de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'a juste besoin que des acteurs qui peuvent bien jouer ces jeux-là et qui peuvent rapporter suffisamment de capitaux à la République. Je vous dis que dans les mines, comme vous voyez ces mines-là, moi, vous savez, j'ai passé presque toute ma carrière d'avocat aux côtés de miniers, soit pour former, soit pour participer à des audits, soit pour, on va dire, scruter, faire des assemblées générales, savoir qu'est-ce qu'ils ont gagné réellement. Je vous dis que c'est un jackpot. Alors que nous avons un code minier beaucoup plus alléchant, qui protège l'investissement congolais, qui protège les finances de l'État, qui impose les rapatriements de devises, vous voyez, qui contrôle la chaîne de valeur, qui trace, qui permet et tout ça. Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons de beaucoup d'avancées dans le monde. Vous savez, récemment, on a connu le sommet USA-Afrique. Et le principal sujet, c'était les corridors de Lobito. On était très contents de voir que nous serons désenclavés parce qu'on passera par cette voie-là pour évacuer nos minéraux. Au moins, nous avons une voie connue. Mais qu'est-ce que nous faisons au niveau interne pour essayer d'assurer ces relais? Quand les partenaires américains vont venir en RDC, parce qu'ils ont besoin d'investir, vous voyez, qu'est-ce qu'au niveau interne on fait? Le président, je félicite beaucoup le fait que la lutte contre la corruption, les détournements de deniers publics, parce que c'est ça, c'est ce qui augmente les risques pays. Quand dans un pays, il y a une forte corruption, c'est vrai que dans d'autres pays, il y a aussi des corruptions, quand le pouvoir... Il lutte en faisant quoi? Parce que même l'IGF a laissé ses plumes. Ben, je vous l'avais dit qu'il ne fallait pas que le remplacement de l'ancien inspecteur général des finances se fasse ressentir dans le contrôle et la patrouille financière qu'il avait lancée. Visiblement, c'est le cas. Ben, on a l'impression que ça devient un peu froid et nous, en tant qu'experts, ça nous inquiète parce qu'on voulait bien qu'on maintienne cette flamme-là. On ne plaide pas pour la personne qui était là parce que ce n'est pas individuel. D'un système. Bon, on devrait maintenir ce système. Pareil aussi pour la justice. C'est vrai, pendant ce moment, on parle de démêlés judiciaires qui impliquent l'ancien ministre de la Justice. Vous avez aussi l'impression qu'il y a un relâchement, alors que c'était des acquis considérables. Vous voyez, des acquis considérables qu'on devrait encore pousser. Le président a mis en place beaucoup de mécanismes. Déjà, il a créé toute une agence en charge de la corruption. Il a renforcé les capacités techniques et même financières du corps de magistrats, ça veut dire le juge et les autres. Les tickets enseignés, un accent particulier est mis sur ces ministères-là. Les politiques publiques sont pensées pour rendre ces systèmes-là fluides et tout ce qui va avec. Donc, vous comprenez qu'il y a quand même de prérequis à l'avènement de ces pays-là sans corruption, parce que pourquoi les gens refusent d'investir? C'est quand ils vont investir. Mais écoute, qu'est-ce qui les rassure le reste? Vous voyez? Quand vous voyez les Elon Musk venir dans un pays pour y mettre autant de milliards, il met 50 milliards, il met 10 milliards, mais qu'est-ce qui lui garantit qu'il ira jusqu'au bout avec son investissement? Peut-être l'influence politique qu'il a aujourd'hui d'être très proche du président des États-Unis. Mais la grande question, vous parlez des prérequis. Le sentiment d'un Congolais qui vous écoute maintenant dirait, si le principal secteur pourvoyeur de ressources de l'État congolais est enclin à la léthargie de cette manière-là, à cette échelle-là, qu'en serait-il des autres secteurs de la vie publique? Est-ce que ce n'est pas justement la preuve et le symbole de la léthargie de la République en matière de gouvernance économique? Ben, une chose est vraie, mon frère, c'est qu'un pays en guerre va consacrer 70% de ses énergies à faire la paix. Ça, c'est sûr. Ça peut entamer d'autres secteurs. Le secteur de mines devrait, à partir de lui seul, financer l'agriculture, financer, on va dire, les énergies renouvelables, financer les nouvelles technologies de l'information, financer tous les autres domaines pour faire l'équilibre.
C'est comme ça que vous avez entendu une fois le président de la question, République. c'est comment, Oui. quelle est la chaîne à établir pour que finalement ce secteur minier devienne justement ses capitales productives? Comment? Il faut effectivement que, on va dire, je ne veux pas parler de personnes, les acteurs qui seront désignés pour gérer ce secteur-là, vous voyez, soit des personnes pétries d'expérience, qui connaissent le secteur, et ils doivent être des personnes sérieuses et honnêtes, d'abord. Deuxièmement, à l'autorité qui nomme. Si c'est le Premier ministre, si c'est le Président de la République, il faut que les acteurs comprennent qu'ils vont dans des contrats de performance. Vous n'êtes pas performant, on vous met à côté. Parce que quand les critères ne sont pas établis à la base, si personne n'est engagé, n'a plus des engagements individuels qui lui permettent de maintenir son poste, ça va comme ça. Et il faut que la justice joue son travail. La justice doit jouer son rôle. Vous voyez, quand on vole, quand on détourne, donc on ne va pas demander à un président de la République d'aller arrêter les voleurs ou de les condamner. Pas du tout. C'est le travail de la justice. Mais comment se comporte cette justice? C'est un autre chantier. C'est un autre chantier. Vous voyez? Alors, vous verrez qu'il y a régulièrement des décisions par moment iniques. Okay? Vous avez par moment des procédures qui sont alambiqueuses. Vous avez des procès qui sont ce qu'ils sont. On ne critique pas tout, mais il y a aussi une partie des choses qui se font très bien. Vous voyez? Même si en termes de pourcentage... Qu'est-ce qui se fait bien? Parce que jusqu'à aujourd'hui, après 60 ans, je ne suis pas sûr qu'un Congolais se souvient d'un contentieux judiciaire dans le secteur de mines. Oui, ça surtout parce que, écoute... Est-ce qu'on peut parler de l'absence de la justice? Moi je peux dire que dans le mine, il y a 2 magistrats qui essayent de bien se comporter. Mais vous savez, le problème de ces magistrats, c'est quoi? C'est qu'ils ont des autorités qui sont à plus de 3000 mètres de là où ils travaillent, mais qui leur disent quel genre de décision ils doivent prendre. Et généralement, quand ces genres de magistrats résistent, ils sont punis. Ils ne sont pas protégés. Vous voyez? Donc, imaginez dans le mine, on parle de millions, on parle de milliards. Ça veut dire que ces acteurs, ils sont capables de mettre l'argent en jeu pour que celui qui a raison ait tort. Mais l'équilibre, la balance, ça devrait être la justice. C'est vrai, il y a beaucoup on va dire, des choses qui se font là-dedans. Les magistrats, il a également besoin d'être bien payés. Il doit quand même avoir, on va dire, une mobilité. Il doit avoir où rester, une maison. Comme ça, il n'est pas très vulnérable à la corruption. Mais malheureusement, même ceux qui sont nantis, ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui peuvent résister à la corruption, on a l'impression que c'est un cancer. Mais parce que la vulnérabilité ne dépend pas de votre capacité financière, mais de la protection du système judiciaire. Je suis désolé. Le problème n'est pas qu'on ait suffisamment d'argent. Si le système ne vous protège pas, si le droit lui-même qui vous a investi d'un pouvoir n'assure pas vos arrières, vous n'avez pas long feu à faire. Non, là je parlais en termes de conditions socio-économiques de magistrats. Okay. Ça doit quand même être quelqu'un qui sait scolariser son enfant facilement. Et on sait que les avocats dans le secteur minier sont le plus nantis, même du corps. Qui sait, oui, les avocats, bien sûr, parce qu'un avocat facilement dans un domaine minier, en signant un seul contrat, un avocat peut avoir 1 million, ça c'est sûr. Il peut gagner un grand procès et se faire suffisamment d'argent. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas à plaindre. Bien sûr, c'est pas que, c'est tous les avocats qui ont ces avantages-là. Si nous autres, peut-être, on a eu cette chance-là, d'être là, de gérer certains grands contrats miniers, de faire ceci, cela pour avoir des honoraires ci et là, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais là, je parle des conditions de ceux qui doivent dire la justice. Vous voyez? Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est obligé de se prononcer sur une créance de 20 millions de dollars, il n'a pas payé. Je sais que ça ne justifie pas la corruption, mais la moindre des choses serait de mettre ces magistrats dans les conditions. Et
Moi, j'ai aimé les évolutions dans le domaine de la justice qui tendent effectivement à donner beaucoup d'avantages aux magistrats et j'encourage ça. Mais au même moment, on doit rester honnête avec ou sans argent. Parce que la dignité, ça ne s'achète pas. Vous voyez? Le TIC. Nous voyons que dans cette mafia qu'il y a dans le mine, vous avez des acteurs importants de la vie politique de notre pays, mais qui ne se gênent pas de se faire corrompre. Et nous autres, quand on regarde ça, vraiment, on a envie de pleurer. Revenons sur la question de la gouvernance du secteur minier. On est passé de la production simple des cuivres et autres métaux. Aujourd'hui, on parle de matières stratégiques et critiques, d'ailleurs qui ont fait l'objet de nos discussions et de l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Les États-Unis sont prêts à investir aujourd'hui dans ce secteur-là, mais au préalable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement cette culture de prédation? Parce que si les Chinois ont pris, les Américains feront pareil. Oui, par exemple, c'est parce qu'au moins en face, nous avons les Américains, ils sont réputés être sérieux dans les affaires. Ils ne sont pas trop dans la corruption, les gabégies et ainsi de suite. C'est vrai, je n'accuse pas les amis chinois, mais chez eux, ça passe. Chez eux, ça passe. Donc, avec les Américains, nous-mêmes, nous devrions d'abord être sérieux. Nous, en tant qu'institution, en tant qu'acteurs, dans chaque domaine, vous êtes au cadastre minier, vous êtes au fonds minier, vous êtes, je ne sais pas dans quel autre domaine, nous devrions mettre du sérieux. Vous êtes la police des mines, on doit mettre du sérieux. Vous êtes la DGDA, on doit mettre du sérieux. Vous gérez les royalties, on doit mettre du sérieux. Vous gérez les redevances, on doit mettre du sérieux. Vous voyez? Comme ça, les acteurs qui arrivent, ils sentent qu'ils sont dans un environnement propice à leur développement. Voilà pourquoi je ne cesse de sonner, de tirer cette sonnette d'alarme. C'est le temps de nous organiser. Les opportunités, on en aura. Là, c'est sous l'égide de la première puissance économique du monde. La première puissance militaire du monde. Ça veut dire, la sécurité, nous aurons des collaborations qui feront à ce que les capacités de nos militaires et de nos forces de défense soient encore activées et que ça soit renforcé. Vous voyez? Sur le plan sécuritaire, je même demandé que nous puissions relancer nos programmes d'enrichissement d'uranium. Pourquoi nous, la RDC, on n'évoque pas ces questions? Alors qu'on sait que c'est avec l'uranium qui a été tiré à Chinkolobwe, nous sommes dans le Katanga, qu'on avait fabriqué la bombe atomique. Mais nous avons encore ces gisements d'uranium qui existent. On ne va pas garder ça pour des radioactivités. Nous sommes maintenant avec la première puissance militaire au monde, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que l'arme nucléaire, au moins eux, selon le programme des instituts qui gèrent des énergies atomiques, ils sont autorisés à enrichir ces uraniums. Ils fabriquent chaque jour des armes nucléaires. Ils fabriquent des missiles, des systèmes de brouillage et tout ce qui va avec. Mais nous, la RDC, on doit oser. On doit dire aux Américains, maintenant que nous sommes avec vous, voilà le programme sur lequel on peut s'étaler. On peut échanger les connaissances. Les Congolais peuvent aller étudier aux États-Unis d'Amérique. On peut venir installer des usines. On doit transformer ces minéraux ici pour prendre vendre des produits qu'on consomme au quotidien, comme le cuivre avec le câble électrique et les autres. Nous ne sommes pas capables de créer une chaîne de valeur. À combien de votre raison avec des matières aussi critiques et stratégiques comme l'uranium? Non, mais la chaîne de valeur, elle sera créée déjà. Il faut être ambitieux, c'est sûr, mais il faut avoir l'ambition. Déjà, il faut se dire qu'avec la gouvernance du président Tshisekedi, nous sommes partis de environ 4 milliards de dollars pour aujourd'hui, on parle de 18 milliards. Ce qui a des avancées notables. Et en grande partie, ces recettes proviennent des recettes minières. Ça provient de mines. Ça veut dire qu'il y a des politiques publiques qui sont lancées et qui essayent de rapporter quelque chose. Le chaîne de valeur, c'est l'avantage du nouveau code minier. Bien sûr, non, mais ceux qui disent ça, ils doivent savoir que le nouveau code minier a été mis en place depuis 2018.
Vous voyez, depuis 2018 et aujourd'hui, nous sommes en 2025, les résultats, ce sont des politiques savamment pensées qui ont, on va dire, patrouillé les détourneurs, patrouillé les corrompus et les corrupteurs et qui ont essayé d'orienter, on va dire, cette manne-là dans les caisses de l'État. C'est comme ça qu'il y a renflouement de... Non, en dehors de ça, il y a eu la clause de stabilité de 10 ans avant de pouvoir remettre... la clause de stabilité, elle a été supprimée par les nouveaux codes miniers. On est parti de 10 ans à 5 ans, la clause de stabilité. Donc, déjà, avec ces 5 ans, tous les investisseurs miniers se sont plaints pour dire, mais pourquoi cette clause alors qu'ils ont pris nos actifs à vil prix, ils ont gagé nos actifs miniers, nous ne sommes en train que de gérer, on va dire, le petit rien qui reste. Mais même dans le petit rien qui reste, c'est comme ça que je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Il faut revisiter presque tous les contrats miniers qui existent dans ce pays. On pourra récupérer d'une manière ou d'une autre qui de 2 milliards là-bas, qui de 5 milliards, qui de 7 milliards, et on pourra refaire une santé à notre pays. Si on laisse ces choses partir, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de risque pays. Bien sûr. Aujourd'hui, remettre en question l'ensemble de titres miniers accordés. Pas l'ensemble. On va dire que jouer à notre faveur. Surtout que la plupart, ce sont des capitaux étrangers. On a revisité les contrats miniers qui nous ont permis de passer de 3 milliards à 7 milliards. Ça, c'était un contrat bien particulier entre Bien sûr, il y a aussi d'autres contrats qui sont très léonins avec des sociétés privées, je vous dis. Mais moi, j'en connais. À la justice de faire son travail. Moi, j'en connais beaucoup. Il s'agit de crimes économiques, à la justice de faire son travail. C'est ça que nous disons. Ça veut dire non, parce que dans chaque accord, c'est même l'avantage d'avoir des experts. Dans chaque accord, il est toujours prévu un mécanisme pouvant vous faire revenir à table des négociations. Si l'incompréhension ou un ajout, un retrait d'une clause ou d'une autre, les gens peuvent s'asseoir et parler à l'amiable. C'est prévu. Oui, mais ça serait quoi la limite de l'arbitrage aussi générale? L'arbitrage aussi est prévu. Là, je parle de contrats qui sont beaucoup plus importants. Vous voyez, je ne parle pas de tous les contrats, mais il y a des contrats qui sont beaucoup plus importants. Quand nous avons dépouillé la Gécamine de beaucoup de ces gisements, nous avons donné à vil prix, et c'était à l'époque de Joseph Kabila, à des privés. L'idée, c'était d'avoir l'argent tout de suite. Ils se sont enrichis, ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre, les restes ne les intéressaient pas. Et ces gens, ils ont pris de minerais qu'ils ont achetés aujourd'hui à 10 millions de dollars, et demain, ils ont revendu à 600 millions. Vous voyez, on a ces problèmes-là, parce que nous n'avons pas de responsables. Nous avons, pour la plupart des gens, corrompus depuis la naissance. Ils marchent avec dans son sang des gens qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune considération, aucun patriotisme pour leur propre pays. Comment voulez-vous qu'un truc que tu sais que ça peut coûter 600 millions, tu acceptes de vendre ça à 50 millions et demain tu sais que l'autre va revendre à autant de millions? Donc il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces pays, mon frère. Et c'est aussi la difficulté de président. Je parle en général de président de la République. Il va faire confiance à quelqu'un en pensant qu'il est crédible, il est honnête, il peut faire quelque chose. On met la personne commence à voler. Vous voyez, la justice, au lieu d'intervenir, elle vous met dans une confusion, il arrête, demain il libère, ça devient des situations, il va crier dans son village, il y aura des déclarations de ressortissants, et donc on est dans ça. Donc, c'est le temps de devenir sérieux. 65 ans après, avec cet accord historique, cette diplomatie agissante du président de la République, c'est vraiment le temps que nous mettions du sérieux dans nos mines. C'est le temps que nous puissions profiter de ces partenariats. Je vous ai rappelé l'hypothèse de 60. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que la RDC invite la première puissance dans le monde. Devant cette première puissance, on signe des accords de paix. C'est le début de quelque chose. C'est le début de notre développement. Quand vous en parlez, peut-être voilà. La présence du président de la République, mais je me rappelle les accords d'Addis Abeba, les accords signés tout récemment. Les États-Unis faisaient partie de médiateurs.
Mais là n'est pas... Bien sûr, mais pas avec cette ampleur. Pas avec cette ampleur. Pas avec cette ampleur. Ici, vous avez vu que hier, on a parlé de la RDC au monde entier. Près de 9 milliards de personnes dans le monde ont suivi qu'entre la RDC et le Rwanda, il y a un accord de paix qui est signé. Et il y a des gens qui en réclament. Ça, c'est très important. Nobel. Maintenant, on va finir par cette question, Maître Donald. C'est vrai qu'aujourd'hui, 65 ans après, si vous demandez à un Congolais, le sentiment est que certains commencent à croire que ces ressources sont de l'ordre de la malédiction parce qu'elles ont engendré beaucoup de mal et des difficultés. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut une politique mise en place. Quelle est pour vous la solution aujourd'hui pour que aussi ce mine, comme vous venez de le dire, qui devrait financer les autres secteurs pour aller vers la diversification de l'économie, et rester simplement un instrument de cueillette pour pouvoir renflouer les caisses de l'État? Quelle est la stratégie aujourd'hui pour que le secteur minier quitte cette dimension embryonnaire et apporte un vrai développement pour que chaque Congolais se dise « je peux en profiter de ces ressources-là ». En d'autres mots, comment on peut se développer? Comment ce pays peut devenir grand et fort? Comment ce pays peut profiter de ses richesses? Deux choses. La première des choses, nous devrions beaucoup investir dans notre sécurité. Même s'il faut avoir une arme nucléaire dans ce pays, il faut le faire. C'est la première des choses. Quand vous avez toutes ces armes-là, quand vous êtes fort de manière sécuritaire, quand vous faites peur aux autres, on ne vous attaque pas. Vous aurez le temps de gérer ce qui est à vous. Et nous avons un avantage, c'est d'avoir tout ce qui peut faire de munitions, tout ce qui peut faire de missiles, tout ce qui peut faire de bombes, tout ce qui peut même faire l'arme nucléaire. Nous en avons ici. Nous devrions prendre notre courage dans le demain. On doit arrêter de dire que nous ne pouvons pas évoquer ces questions. Maintenant que nous avons des partenariats avec de grandes puissances, ouvrons-nous à ces grandes puissances. Ce sont les mêmes grandes puissances qui mènent la médiation pour la démobilisation des armes nucléaires dans le monde. S'il vous plaît, non. Il y a des instituts qui sont chargés de suivre des États qui enrichissent des uraniums. Il y a des règles pour le faire. Pour autres besoins, par exemple, ce sont des énergies fossiles. Voilà, il y a des règles pour le faire, mais en d'autres mots, même s'il ne faut pas parler d'armes nucléaires, nous devons avoir l'armement qu'il faut. Nous devrions être musclés sur le plan sécuritaire. Nous devrions gérer les frontières de notre pays. Nous devrions assurer la sécurité de nos compatriotes. Le premier chantier. Le deuxième chantier, dès que nous avons assuré cette défense, nous devrions peser sur la gouvernance dans le mine. Dans cette gouvernance-là, nous devrions lutter contre la fraude, contre la contrebande, en traçant le produit minier depuis le gisement jusqu'à l'exportation. Ça, c'est quand on veut faire des exportations. Nous devrions créer des sociétés ou appeler les sociétés qui peuvent se mettre ici au pays avec des études géologiques beaucoup plus poussées pour que ces sociétés-là transforment les matières premières ici chez nous et fassent dériver les produits finis. Voyez-vous? Vous ne pouvez pas, je vous l'ai dit, appeler une société minière à venir produire le produit fini, permettez la tautologie, alors que vous-même, vous ne savez pas quelle est la réserve qu'il y a dans le sol pour permettre à cet investisseur-là de mettre autant de milliards pour implanter l'usine. Donc, on a un travail à faire au niveau interne. Ça demande un leadership qualifié dans le domaine de mines. Pas seulement comme ministre de mines, mais partout où on parle de mines, dans toutes les structures qui gèrent le mine, nous devrions avoir des gens pétris d'expérience et de personnes honnêtes. Des gens qui ont encore un sens de patriotisme, d'honnêteté et qui peuvent vouloir que leur pays gagne avant leur propre poche. Au besoin, il faut avoir des gens qui sont à l'abri du besoin. Je vous ai dit que quand on n'est pas à l'abri du besoin, on est très vulnérable à la corruption. Peut-être ce qu'ils font faire corrompre d'autres personnes, c'est le fait qu'il n'est pas à l'abri du besoin et il trouve que c'est un moyen de survie. Donc, nous devrions quitter cette gouvernance
de survie dans le mine. On doit quitter ça. Chaque année, on a 3 milliards qui viennent de mine et on se contente de ça. Non. Chaque année, on a 5 milliards dans le mine, on se contente de ça. Non. On doit creuser. Creuser jusqu'à sortir 20 milliards dans le mine. C'est possible. Je ne parle pas de la magie, je vous ai donné 2 cas. Je vous ai dit, on peut seulement faire une lutte sur 2 choses dans le mine, on rapporte 15 milliards de dollars ici. C'est possible. Les acteurs qui sont dedans, ils savent ce que je dis, que c'est vrai. Imaginez-vous, un acteur politique qui intervient dans le mine, facilement, il a 10 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez comprendre? Quelqu'un qui vient seulement faire ses influences dans ce domaine-là, il fait l'influence ici, il fait là-bas. Demain, il a 10 millions de dollars. Comment pensez-vous que ce secteur ne peut pas ramener 20 milliards à la République? Non. Si, parce qu'il faut aussi un soutien, c'est une grande mafia. Les miniers sont très puissants. Ils sont très forts. Ils peuvent te tuer. Vous voyez? Ils peuvent te tuer. Ils peuvent corrompre tout le monde. Ils peuvent mettre tout le monde dans leur poche. Je ne dis pas que ce sont tous les miniers qui font ça. Il y en a qui sont sérieux. Mais, par rapport au pourcentage de ce qui se fait dans la mafia, dans la fraude et la contrebande, je peux dire 90%, c'est de la pire mafia. Donc, quand on nous rapporte 5 milliards, pour moi, même quand on s'en félicite, je dis bon sang, on n'a même pas besoin d'applaudir pour ça. Ce n'est même pas les 10% de ce qu'il y a. Donc, il y a moyen de faire mieux. L'expertise ne manque pas. L'expertise est là. 65 ans après, nous devrions vraiment tout faire pour remonter, on va dire, toute le pente. Faites un effort de faire cet exercice en 30 secondes. Quelle est la voie aujourd'hui pour amener les capitaux congolais dans le secteur minier en 30 secondes? C'est d'abord la notion du risque que les Congolais doivent apprendre à faire. Un Congolais, il préfère garder 10 millions de dollars dans des parcelles qu'il construit par-ci, par-là. Dans le passif. Voilà. Alors qu'un Chinois, il est capable de prendre, s'il n'a qu'1 million, il met ça dans le mine et demain, il a 100 millions. Donc les Congolais doivent comprendre que c'est un domaine qui est le nôtre. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous avez tous les avantages qu'il faut pour vous faire beaucoup d'argent dans le mine, mais seulement, vous ne voulez pas prendre les risques. Vous pensez qu'en mettant vos 1 million, ça va disparaître. Bon, beaucoup aussi, c'est généralement des gens qui ont reçu ça des corruptions. Oui. Ils hésitent de mettre ça dans... C'est un secteur qu'ils ne maîtrisent pas très bien. Ils ont peur de perdre leurs ressources. Maître Donald Kabasele, merci d'avoir été de nôtre. On va...